pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont vraiment, qui ont vraiment cette thématique environnementale à cœur et je pense que si on se bouge, on peut faire quelque chose de bien. Le nettoyage, à la fin, ça va représenter une bonne partie de l'énergie qui est mise pour produire à la fin. Je mets plus d'énergie dans la phase amont pour penser qualité. Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite interview performance environnementale et industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, je suis avec Ludovic Huguenin de la société Pharmacep. Alors Ludovic et moi, nous sommes rencontrés à plusieurs occasions dans des congrès et dans des salons, notamment à l'A3P Biarritz et Performance environnementale de Pôle Pharma, pas forcément que à la bibliothèque. Mmh. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un article que tu as écrit dans La Vague. Donc La Vague, c'est le magazine trimestriel de l'A3P dans le numéro de début d'année qui s'appelle, donc ton article, Comment la sobriété du process peut aider les industries pharma à atteindre leur objectif de réduction d'empreinte carbone. Alors Ludovic, comment ça va ? Eh ben, bonjour, merci de m'avoir invité. Oui, ça va très bien. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet de façon un peu officielle, même si on a pas mal déjà échangé en off. Euh, et donc, il me tenait à cœur de venir parler de cet article. Alors déjà, je vais commencer par me présenter, hein. Moi, je suis ingénieur commercial chez Pharmacep. On est une Mhm, PME qui propose des solutions innovantes pour les industries pharma, principalement dans l'injectable. On est mhm. fabricant de single use et propose aussi en Europe francophone des solutions pour les industries pharma dans l'inox. Donc, on va dire les anciennes installations plus traditionnelles. On voit aujourd'hui d'ailleurs qu'elles ont une tendance à être en perte de vitesse et c'est intéressant de se demander pourquoi et de voir que c'est une industrie qui a un petit peu de mal à évoluer et donc c'est aussi la raison de cet article que j'ai écrit. C'est une piste qui permettrait peut-être de pallier un peu aux faiblesses des industries traditionnelles qui sont notamment la validation et Le le nettoyage. nettoyage, hein. C'est vrai que quand tu fais du single use, le nettoyage, c'est pas, tu t'en fous. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, ça, qu'effectivement, l'inox était en perte de vitesse. Mm. Et je savais pas. Pour moi, je pensais qu'effectivement, avec les contraintes, parce qu'on a vu avec le Covid qu'il y avait énormément de problèmes d'approvisionnement sur les poches stériles. Oui. Et dans mon idée, je sais pas, ça se relance, enfin, ça devait se relancer un petit peu, quoi. Mais alors là, franchement, je sais pas du tout. Mm. Après, en général, chez nos clients, on voit que chez les utilisateurs, c'est plus une question de chacun a son propre scope, son propre périmètre. Le choix du single use ou de l'inox, il va être fait en fonction du produit principalement. Hmm. Si on a une usine qui est monoproduit, on va aller vers de l'inox parce que on fait un seul Ouais. produit, donc les risques de Hmm. contamination, on les maîtrise mieux. Par contre, Hmm. tous les gens qui sont plutôt CDMO, ils ont tendance à aller plus vers le single use parce que s'ils mettent de l'inox et qui font des produits de différents clients sur la même ligne, ils vont être obligés de Hmm. trahir entre guillemets les secrets des autres clients parce qu'ils sont obligés de donner les datas de ce qui est passé dans la ligne. Ah, intéressant. Donc l'aspect propriété intellectuelle par rapport au single use est assez prépondérante, on va dire. Hmm. Et après, par rapport au single use, qui est très différent, puisque nous sommes vraiment dans les deux industries, et ce qu'on peut voir qui est différent, c'est que côté single use, il y a la relation client-fournisseur est très différente. Le, 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 le client, donc l'utilisateur du single use, il va donner la responsabilité technique au niveau qualité à son fournisseur. Il lui confie Hmm. cette responsabilité. Alors que côté inox, ce qui se passe, c'est que même si on peut avoir C'est du lui clé qui en apprend, main, quoi. enfin Hmm. c'est toujours un petit peu discutable, mais à la fin, c'est l'utilisateur qui va qualifier son installation lui-même, Ouais. même s'il Hmm. est aidé par ses partenaires, mais c'est lui qui va qualifier à la fin. Trop marrant. Ah, c'est super intéressant. C'est vrai qu'on n'avait pas du tout parlé de ça, mais Non. euh, c'est hyper intéressant d'avoir cette vision qu'on n'a pas souvent finalement, parce que ouais, on les croise, les choix inox single use, mais Ouais. c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'occasion de discuter de ça
avec des fournisseurs, des fournisseurs d'équipements, quoi. Et c'est intéressant parce qu'en termes de performance environnementale, pour revenir sur notre sujet principal de Exactement. discussion, on peut voir que c'est pas, on a tendance à penser que le plastique ça pollue et en fait quand on met face à face les ressources, etc. C'est vrai que le single use il va augmenter le scope 3 puisque c'est le, le fournisseur qui va Mhm. fabriquer le plastique, mais par contre il va faire un moins gros pic au démarrage puisqu'on n'a pas d'inox à Mhm. produire. Le plastique va demander, on va dire, moins d'énergie. Mhm. Par contre, ce qui va le plomber, c'est le transport, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que les single use aujourd'hui, en majorité, Ah. euh, c'est fabriqué. Alors, par exemple, les composants single use, les Y, les T, c'est fabriqué aux États-Unis et avec de la résine Mhm. qui vient d'Asie. Donc, quand il arrive, par exemple, chez Ah nous en ouais, Europe, ça fait le tour du monde, quoi. ça a fait le tour du monde. Ouais, Et du coup, l'inox aussi, finalement, c'est amorti sur le temps d'utilisation, enfin sur la durée c'est ça. d'utilisation. Donc, si on l'utilise pendant 20 ans, l'installation, Ouais. là, elle est carrément rentable, quoi. Alors que si on C'est fait pour ça 20 qu'on ans les d'utilisation appelle, single use, on les appelle solutions durables chez nous parce que, enfin, durable, parce que c'est censé durer effectivement parce que ça dure dans plus le temps. longtemps, voilà. Parce que Et inox, l'air de ça fait rien, pas très ouais. beau. Ça fait. Et l'air de rien, finalement, t'es aussi hermétique aux conditions d'impact de la supply chain. Par exemple, s'il y a une, je sais pas moi, une crise du pétrole ou quoi que ce Ah oui. soit, et que Mm, le mm, transport mm, est mm. interrompu, le transport mondial est interrompu, tous ceux qui utilisent du single use, qui viennent d'Asie, puis d'Amérique, puis retour en Europe, Ouais. là, on peut dire, On alors peut que les mecs parler, en ouais, inox, ils s'en foutent, quoi. on peut parler d'un bateau qui se met en travers dans un canal, des choses comme ça, oui. On peut en parler, ouais. Ouais. Mais là-dessus, nous, c'est un challenge en tant que fabricant de single use, c'est aussi un challenge et on travaille énormément là-dessus aussi pour répondre à tous les risques, on y pense. Et là, on travaille vraiment main dans la main avec nos clients pour leur assurer de ne pas avoir de rupture. Dans l'inox, c'est tout à fait différent. Dans l'inox, nous, on vient proposer des solutions pour leur permettre, au moment où ils vont créer leur installation, de l'optimiser dès le départ. Mm. Mm. Bon, on verra ça dans un second temps. Alors, pour Ouais, en revenir au sujet de cette c'est interview, ça. donc le titre de ton article, je l'avoue, m'a surpris par rapport au contenu, Oui. parce qu'il est très large et finalement, toi, donc je m'attendais à lire un article un petit peu haut niveau sur voilà Ouais. des grands principes, mais en fait, Mm. pas du tout. Non. Pas du tout. Alors, je te laisse un petit peu. Donc, déjà, de quoi parle ton article et pourquoi as-tu écrit cet article? Alors, mon article, bien sûr, a un titre très large parce que l'idée, c'était de confronter la thématique de l'environnement avec l'industrie inox. Et par contre, effectivement, je me cantonne à mon domaine qui est l'injectable, donc le liquide, le stérile. Et l'idée, c'était en fait de faire un pont entre la performance environnementale d'une usine et Mhm. le design du process. Quand je parle de design, je parle des tuyauteries, des cuves, de tout ce Mhm. qu'il y a partout où le liquide va passer qui va permettre à la fin de créer un médicament. Donc là, on commence à faire un premier niveau de zoom, ce qui est super intéressant. Donc, par donc ton design du process, sur quel aspect, donc sur l'aspect que tu traites, donc par rapport à ça, c'est le nettoyage. Oui, Le nettoyage. Donc, on a réalisé, j'ai fait une interview sur quelqu'un qui traitait lui de l'HVAC, oui. qui est donc le premier poste de consommation d'énergie. Mhm. Et donc, quel est le second poste de consommation d'énergie dans une usine pharmaceutique? Alors, dans une usine pharmaceutique injectable, Ouais. le second poste de consommation d'électricité, enfin d'énergie, est Mm. l'eau. Alors c'est l'eau, Donc, c'est-à-dire qu'en pharma injectable, on va utiliser de l'eau qui va être traitée, qui va être purifiée. D'ailleurs, Mhm. j'invite euh, les, les personnes qui vont écouter ce podcast à aller faire un tour 2 ou 3 semaines en arrière sur le podcast sur l'eau qui était passionnant. L'eau, pourquoi? Parce que l'eau qu'on utilise dans le pharma, c'est pas une eau qu'on va récupérer du robinet, c'est une eau qui va être traitée Mhm. pour répondre aux normes et aux besoins. Donc, elle va être purifiée, elle va être. Alors, il y a plusieurs stades de l'eau. Je suis pas un expert en eau, il faudra demander à Jean-Emmanuel, euh,
mais donc il y a plusieurs stades et à chaque fois qu'on va passer un stade avec une pureté supérieure, ça va induire des opérations industrielles qui, elles, vont entraîner une consommation d'énergie. On a eu des Ouais. chiffres qu'on a récupérés, des diagrammes qu'on a récupérés de sites réels en Irlande où on a un Mhm. site pharma qui utilise 40% de son énergie pour avoir de l'eau de l'eau PPI, donc de l'eau pour injection, Pour préparation pour injectable. préparation injectable. Merci. Et donc, comme tu le soulignes très bien dans ton article, toute cette eau, elle va pas du tout dans le produit. En Non, fait, finalement, l'eau qu'on fout qu'on met dans les produits pour ouais, enfin l'eau pour préparation injectable, qui est réellement utilisée pour préparation injectable, ça représente une ou faible quelques quantité. pourcents, ouais. Bah, d'ailleurs, ça se voit hein, quand on prend un injectable. En général, c'est des petites fioles, c'est des petits volumes hein, à la fin. Hein. Donc, Mm. effectivement, cette eau, elle va être utilisée principalement pour nettoyer et stériliser à 90% Ouais, de. donc en fait, ça c'est ça qui est trop marrant dans ton article, c'est que ok, l'eau, le fabriquer de l'eau, ça coûte plein d'énergie, enfin ça utilise plein d'énergie. Cette eau, on l'utilise pas forcément pour fabriquer le produit, mais on l'utilise surtout pour faire du nettoyage et de la C'est ça. stérilisation. Mm. Et finalement, là où on peut faire une économie importante d'énergie et d'eau, c'est justement en travaillant sur ce nettoyage et cette stérilisation. C'est ça. Et donc, bah, c'est là où on arrive sur le point principal de l'article, c'est la réduction du nettoyage. Oui. Alors, quel effet est bénéfique à la réduction du nettoyage? Vas-y, bah, je t'écoute. Alors en fait, si on cherche à réduire, alors c'est quelque chose qui se fait très peu, c'est-à-dire que on va vouloir créer une usine de toutes pièces, on va regarder le produit qu'on va vouloir faire. À ce moment-là, les, les personnes, les ingénieurs qui vont travailler sur le projet connaissent leur produit, ils connaissent les contraintes liées au produit et à sa qualité. Donc ça, c'est quelque Mhm, chose qui est maîtrisé. Et par contre, tout ce qui concerne l'aspect nettoyage, lui, ça va être mhm, plutôt en général mis de côté, puisque en fait le principal objectif, c'est de faire la valeur ajoutée qui est le produit. Donc à ce moment-là, mhm, on voit que les gens ne vont pas se concentrer fortement sur ce nettoyage. mhm, Et mhm. si on regarde de près sur un site pharma actuellement, le nettoyage, à la fin, ça va représenter en temps et donc en eau, donc en consommation électrique, ça va représenter une bonne partie de l'énergie qui est mise pour produire à la fin. C'est-à-dire que si je produis 100% du temps, sur 100% de l'année, je vais Mhm. produire 80% du temps et pendant en moyenne à peu près 20% du temps, mon De usine va être nettoyer. arrêtée pour une phase de nettoyage ou pour de la maintenance. Ah, c'est ouf. Et donc Et, ça, on se dit que si on arrive à réduire ce nettoyage à la fois en temps et en volume d'eau, on va réaliser mhm, une économie directement sur la production d'eau, mais ça va avoir un effet, on va lancer un cercle vertueux puisque vu qu'on va avoir besoin de moins d'eau pour t'ouvres ta nettoyer, machine. on va avoir des machines moins grosses. Et vu qu'on va avoir plus de temps pour pouvoir produire, on va pouvoir revoir les volumes à la baisse. Donc on va gagner aussi en encombrement au sol, donc on va gagner en volume de pièces. En fait, on va gagner à tous les niveaux. Et ces 20%-là, on parle vraiment d'une moyenne. Hein. Mhm. Donc il y a Donc, ouais, des ça peut gens où aller c'est plus de jusqu'à 40, 40, quoi. il y a des usines Ouais. dans le monde aujourd'hui qui passent plus de 45% du temps à nettoyer. Et là où tu vas en fait, parce que c'est là où on voit que les industries ont beaucoup de mal à convaincre leur comité de direction pour se lancer dans des projets environmental friendly, Mm. parce que du coup le retour sur investissement, voilà, bon, c'est là où c'est un peu compliqué parfois. Et donc, c'est là où là, tu as un avantage énorme, c'est en fait de parler justement de, bah voilà, écoute, si tu fais ce projet d'optimisation du nettoyage, Ouais. tu vas économiser de l'eau, tu vas économiser de l'électricité, mais surtout, tu vas augmenter le Augmenter la temps d'ouverture de tes productivité. machines. Et c'est Oui. là, ils font, ah bon, ah bon, ah bon. Et alors, ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire que non seulement en ayant optimisé à la base, on va donc produire plus longtemps,
vous passez moins de temps à nettoyer, mais en plus, comme on va nettoyer plus facilement, on va utiliser moins de solvant pour le nettoyage, Mhm. ça va être moins agressif. Donc on aura aussi un impact positif sur la maintenance. On va moins Mhm. user les joints, donc on pourra Ouais, les les changer campagnes de moins juin, souvent. ah là là. Voilà, Ceux qui ont une installation inox et qui connaissent les campagnes de juin, voilà, c'est ça. Les on joints et remercie le gars qui a les, 40 ans de boîte. les joints et les membranes, ouais, en général, c'est les principales causes d'arrêt de maintenance préventive. Donc les fameux arrêts de Noël ou du mois d'août. Nous, on les Du connaît mois bien d'août, parce ouais. qu'on est aussi fournisseur de solutions de joints et donc on sait que on a les urgences première semaine d'août ou avant Noël. Et donc, comme tu le décris dans ton article, enfin, la technique pour réduire les nettoyages se résume autour, enfin se résume, oui, se résume autour d'une guideline Oui, qui s'appelle la démarche Clean by Design. Alors, qu'est-ce que oui. c'est que ça? Alors le Clean by Design, c'est quelque chose qui a été lancé, c'est une méthodologie qui a été lancée auprès de la STM. Et il y a eu un groupe de travail qui a été créé et qui est en train de rédiger un guide à ce sujet. C'est quoi la STM? Alors, la STM, c'est un organisme qui écrit, qui propose des guides et des normes pour le... Ah ouais, c'est même pas un truc commercial, quoi. Ok. Ah non, c'est pas commercial. Alors, ouais. En fait, la STM, c'est entre les directives, qui sont des lois obligatoires, et, Hmm. euh, et les associations comme l'ISPE, le PDA, qui viennent, eux, proposer des choses qui ne sont pas forcément à suivre. Donc là, on est dans une association qui va produire des guidelines pour faire un peu, qui font un peu consensus dans l'industrie. Hmm. Ok. Et donc ils écrivent cette fameuse. Donc là, ils sont en train d'écrire les fameux Clean by Design, donc Ouais, cette alors guideline qui va bientôt paraître. ouais, je vais pas rentrer dans le détail de l'organisation de la STM parce que bah, on en aurait pour la journée et en plus, sincèrement, je suis pas un expert. Ce que Ouais. je sais, c'est que donc ils sont organisés en comités et en sous-comités. Donc dans les Mhm. comités, ils vont, par exemple, le process design, ils vont avoir plusieurs sous-comités. Ils vont travailler sur peut-être la lyophilisation ou enfin, tous les sujets liés Mhm. à l'industrie pharma, parce que la STM c'est plutôt basé pharma. Mais ce qui est Mhm. intéressant de savoir, c'est que là, donc, on parle du Clean by Design, qui est un groupe de travail. Et ce qui est Mhm. intéressant, c'est que il est composé de 79 entreprises différentes, dont Oh punaise. 46% sont des utilisateurs. Donc des Ouais. gens Ouais. Du coup, qui c'est font vrai des retour médicaments. d'expérience, quoi. C'est un vrai retour d'expérience. Il y a aussi 23% qui sont des sociétés d'ingénierie, Mhm. 14% des consultants et seulement 11% de fournisseurs. Alors, il y a Ok. une autre association qui est connue, qui est la SME, et elle, au contraire, elle est plutôt portée par des fournisseurs. Ok. Voilà. Trop bien. Et alors, dans ton article, tu détailles pas mal d'erreurs classiques qui sont faites Ouais. au moment du choix d'installation pharmaceutique. Donc, tu as déjà commencé à évoquer un peu le sujet un peu plus en avant, Mhm. notamment qu'on passe pas assez de temps, qu'on se focus vraiment Sur le produit. sur le Ah, c'est pas produit une et erreur finalement qu'on. de se faire un focus Ouais, sur le produit. Il y a bah, eu, ça dépend, c'est une erreur au point de vue du nettoyage. c'est une erreur du point de vue du nettoyage, mais les deux sont nécessaires parce que Ouais. c'est sûr que si on nettoie bien mais qu'on produit mal, on va avoir des soucis derrière, hein, qui seront d'ailleurs d'autant plus importants. Et il y a vraiment eu un changement de mentalité justement par rapport à la qualité au côté produit. Mhm. Enfin, ce qui est assez répandu, le quality by design. Je réfléchis qualité dès la phase amont de mon projet. Je mets plus Mhm. d'énergie dans la phase amont pour penser qualité pour optimiser mon process, pour ensuite avoir un système qui va être plus robuste du point de vue Mhm. de l'assurance qualité. Et ici, le clean by design, l'idée, c'est de faire la même chose pour le nettoyage. D'accord. Donc, c'est-à-dire Et que ça va commencer mhm. au début, c'est-à-dire Mhm. au moment de l'URS, j'ai un projet, je veux produire. Au moment de mon URS, comment qu'est-ce que je peux donner dans mon URS donc pour ceux qui ne savent pas, URS, User Requirement Specification, le cahier des charges hein, qu'on donne à nos fournisseurs, donc que ce soit
des sociétés, des contractants, des sociétés d'ingénierie qui parfois font la gestion du C'est projet. c'est les besoins, quoi. C'est la définition du besoin. Elle va être écrite ou par l'utilisateur ou par un- une société de conseil qui va venir l'accompagner Mm. là-dessus. Je vais faire un épisode spécial sur les URS parce que Ah, j'ai l'impression que c'est un peu comme le monstre du Loch Ness, oui, c'est-à-dire qu'on en parle souvent mais qu'on n'en voit jamais. Et, euh, et on sous-estime grandement l'importance des URS, quoi. bah oui, oui. Bah moi j'en vois, je peux te rassurer, j'en vois des fois, Bah j'en toi, oui, reçois, t'en vois parce que je dois y forcément vu ton, répondre, vu ton mais, métier. mais c'est vrai que un URS, c'est définir le besoin. Et ce qui est assez technique dans l'URS, c'est que il y a une partie de ce qu'on va vouloir mettre en œuvre pour pouvoir produire, donc pour le process, qui sont des machines, des installations, des cuves, etc. Il y a une partie qui vont être imposées et une partie qui vont être plutôt ouvertes. Nice to have. Voilà. Nice to have. Exactement. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans les URS, il y a très peu de demandes chiffrées de point de vue nettoyabilité. On ne challenge pas les personnes qui vont faire la réalisation du projet à faire un Mhm. design qui est nettoyable. Ça, c'est fou. Ben, ouais, voilà, ok, ouais. Ça, c'est ça qui m'a impressionné dans cet article. C'est dit, waouh! Ouais. Bah, en fait, c'est aussi parce que techniquement, c'est assez difficile d'anticiper. On dit j'ai une cuve de préparation, je vais la laver en tant de temps. Bah, on peut pas dire non, on sait pas en fait. On sait pas combien de temps on va mettre, on sait pas. Et aujourd'hui, comme on sait pas le simuler, ou c'est très difficile, Mhm. à ce moment-là, bah, ils vont pas forcément demander, euh, ils vont pas forcément demander de donner des objectifs de ce point de vue-là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser notre projet en répondant à des besoins liés au produit. Et par contre, Mhm. bah, une fois que tout est réalisé, là, on se penche sur le Mhm. nettoyage en disant, bon, est-ce que ce que j'ai Non. fait, Alors, comment on va nettoyer ça? alors, comment ça se nettoie? Voilà. Ouais, c'est ça. Et ça se trouve, tu as fait des choix techniques en amont qui vont être absolument Voilà. enfin, absolument terribles Ouais. pour le nettoyage, quoi. Mm. C'est marrant parce que c'est l'opposé de ce que moi je pensais, enfin, de ce que je vois dans les URS, c'est-à-dire qu'en général, on vient avec des URS assez incomplètes et le fournisseur va proposer des trucs en plus dont l'utilisateur n'a pas forcément besoin, ce qui rend le truc super compliqué à qualifier derrière et à valider. Et Ouais. là, finalement, on est à l'inverse, quoi. Mm. On n'a pas assez et finalement, On n'est on sait pas pas quoi faire. challengé là-dessus, donc bah, on n'a pas de raison de faire différemment de ce qui se fait Mhm. depuis. Mais c'est ça. Bah, ça, c'était clairement marqué dans ton article. C'est qu'en général, bah, ça marche bien. Bon, bah, on va faire Oh, de pareil que d'habitude. De toute façon, toute façon, ça marche. Mm. ouais. Et on en vient à faire des choix qui sont parfois. Et donc, alors, quelles Bah, sont qui les sont. conséquences de ces fameux choix? Qu'est-ce qu'on observe finalement sur les sites Et ben, lorsqu'on n'a pas pensé à son nettoyage dès la conception? ce qu'on observe, c'est qu'une fois qu'on est en phase de qualification, et ça, bah, pour avoir échangé avec des gens qui travaillent en validation, c'est qu'une fois qu'ils arrivent, ils ont l'installation qui est faite. Et les seuls leviers qu'ils ont pour optimiser, enfin pour pouvoir nettoyer, hein, s'ils voient que ça se nettoie pas comme il faut, c'est d'augmenter Mhm. ou le temps, ou la Mhm. température, ou les agents nettoyants, ou le Ouais, débit. Enfin, ça va forcément avoir une influence sur la consommation. Parce mhm. que Ou après même le nettoyage manuel, quoi. ah bah après oui, au pire des cas, on arrive justement à dire bah là je peux pas nettoyer, donc je démonte et je nettoie à la main. Mhm. Donc là j'ai Ouais, du là, c'est personnel, je vais devoir tout qualifier perdu du personnel pour nettoyer comme il faut pour pour prendre du temps tous les jours de voilà. toute l'année. Alors si, on a aussi des exemples assez drôles là. Un de mes partenaires qui était allé visiter un site et puis il disait bah non, non, le nettoyage c'est pas un problème chez nous parce que faut savoir que quand je vais présenter un peu cette démarche auprès des clients, je dirais que à peu près 100% de mes clients n'ont pas de problème de nettoyage lorsque je leur pose la question. Et c'est après qu'on creuse un petit peu. Et quand on creuse, bah, C'est des pas un fois, on est problème jusqu'à temps surpris. qu'on demande. Voilà. Non, mais nous, on n'a pas de problème de nettoyage. Ah bon? Et puis après, bah, on va voir par exemple la maintenance, et puis on se rend compte que oui, bah, entre deux lots, bah, on arrête une semaine. Ah,
Mais vous faites quoi? Ah bon, on change toutes les membranes et tous les joints. Ah d'accord, bah oui, il n'y a pas de problème, on change tout. Ah la C'est vache! ouais, ouais. Ouais, ça arrive. Après, c'est pas forcément en France, c'est Ça pas doit voilà, hein. ouais. Chaque site est Et différent, chacun a ses propres contraintes. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que, en fait, et je pense que c'est aussi l'être humain naturellement qui se dit que quand il a un préventif en face d'un problème, bah, pour lui, il a plus de problème. Le problème, il disparaît mmh, parce qu'il n'est pas visible. Il est résolu mmh. par ça. Et c'est ça qui est difficile dans le fait de devoir faire évoluer les mentalités, c'est que, c'est que Jusqu'à comme temps qu'il y les ait gens quelqu'un n'ont pas la d'extérieur vue qui se sur le pointe, il fait: «Mais problème, qu'est-ce que vous foutez?» ouais, ouais, Trop bien. Et donc, là, dans ton article, il y a un truc qui m'a absolument passionné, parce que j'adore, justement ces trucs qui disent, bah, on a toujours fait comme ça, donc ça ouais, marche. ouais. Donc c'est la norme, longueur sur L diamètre sur D, égale 2. ouais, ouais. Mm. Ouais, Le longueur. Donc ratio, ça, c'est un standard de l'industrie. Donc au plus c'est long, plus ça doit être large, ou enfin ça doit être 2 fois plus long que large. ouais. Et là, du coup, c'est un standard qu'on utilise pour le nettoyage, pour la nettoyabilité, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors c'est un standard qui est très connu de tous les gens qui ont fait des installations dans le pharma. Et Mmh. donc on se dit on doit garder le ratio L sur D inférieur à 2 pour avoir quelque chose qui est nettoyable. Alors Mmh. avec mes partenaires, on est allé faire un petit peu plus loin dans ce test. C'est que donc Mmh. ça c'est un de mes partenaires qui aime bien faire des expériences. Il s'ennuyait pendant le Covid tout seul chez lui, véridique, hein. Donc il a fait des tests. Il a pris un couvercle, l'équivalent d'un couvercle de cuve. Il a fait Ouais, fabriquer des tubes avec des ratios L sur D qui évoluent. Donc ouais. un ratio affleurant, un 1, 2 et il a allé jusqu'à 3 ou 4. Dans l'article, c'est 3, je crois. Ouais, c'est ça, c'est 3. Et ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donc appliqué, alors ce qui est beaucoup utilisé au moment des FAT d'installation pharma, donc quand on fait le test à l'usine chez le fabricant, par exemple, d'une cuve, c'est Mmh. d'utiliser un produit, de la riboflavine, qu'on va asperger, on lance un nettoyage et ensuite, avec une lampe lumière bleue, on UV. voit si le produit a été rincé. Alors Rincé, quoi. ça, Mmh. c'est un test de mouillabilité. Ça permet de voir que toutes les zones ont été mouillées. Parce que Ouais, parce on que c'est sait, soluble, et du coup, dès que tu mets de l'eau dessus, elle se solubilise dans l'eau, et voilà. Mm. après ça dégage, quoi. Voilà. Donc si on fait le fameux test sur un couvercle avec les L sur D jusqu'à 3, en 25 secondes, la riboflavine, elle disparaît. Aucun problème. Mmh. Par contre, pour pousser un petit peu plus le test, et au lieu de parler de mouillabilité, parler vraiment de nettoyabilité, mon Mmh. collègue a utilisé une solution de sucre. Il Mmh. a saturé une solution d'eau et de sucre qu'il est venu coller au fond de ces tubes et il est allé les Mmh. nettoyer. Et là, on peut voir que si on a un raccord qui est affleurant sur une installation, qu'on vient nettoyer Mmh. avec un jet en direct, le Mmh. nettoyage est équivalent, c'est-à-dire une vingtaine, une trentaine de secondes maximum. Mmh. Donc ça marche hyper, enfin ouais, du coup, Ça marche, c'est très ça reproductible. fonctionne de ouf. Mmh. Par contre, quand on augmente le ratio, si on met le ratio de 1, là, on est sur on met 12 fois plus de temps. On met à peu près 5 minutes. Mmh. À 1,5, c'est à peu près pareil. À 2, on met à peu près un quart d'heure à nettoyer. Parce Ouais. qu'en fait, il faut prendre le temps que le jet, par les rebonds, vienne mouiller et vienne Mmh. suffisamment Ah, les éclaboussures, solubiliser le quoi. sucre pour que ça puisse après Mmh. redescendre. Et alors, le plus édifiant, c'est quand on est à un ratio de 3, ben, on est à 1 heure, hein. Il faut 1 heure à peu près Ouais, pour nettoyer une entre 30 branche. secondes, et ça passe de 30 secondes, et là, De après 30 30 secondes, secondes à c'est une normal heure. vu que c'est plat. Voilà. Mais, quand même entre, finalement, entre le ratio de 1 qui est à 13 minutes, et non, 5 le ratio minutes, de ouais. 1 il est à 5 minutes, à 4 minutes 30, et le ratio de 2 qui est à 13 minutes, Mm. c'est quand même assez intéressant, l'air de rien. Ouais. C'est 10 minutes, Mais quoi. L0, c'est encore mieux. Ouais. Après, après, il s'est posé la question, du coup, aussi du fait que tout le monde dise. Alors, il y a deux données que vous allez retrouver à peu près chez tous les gens qui ont conçu des installations des tubulures.
c'est L sur D égale 2 et la vitesse de circulation de 1,5 mètres seconde Mhm. du liquide de nettoyage qui est nécessaire pour pouvoir nettoyer Mhm. une branche. Et il est allé chercher l'origine. Ouais. L'origine de tout ça, c'est en fait un test qui a été fait par la SME euh, et qui a été fait en 2000. Alors, j'ai pas l'année exacte. Le branch leg study, je crois que ça date enfin, ça a été fait une première C'est dans fois, les années ouais, 2000, quoi. 2013. J'ai 2013 là. Ah, 2010, d'accord. Ok. Et en fait, ces tests c'était testé si on fait circuler sur une ligne de fluide, un Mhm. liquide à une certaine vitesse et on a une branche de ratio qui varie, qui est sèche. Mhm. Et c'est à quelle vitesse je vais devoir faire circuler pour plus qu'il y ait d'air attrapé et qu'on vienne mouiller en fait la totalité. Mhm. À la base, c'était ça. Le ratio L sur D, il vient de cette notion-là. Et il n'a aucun rapport avec du fait de nettoyer. C'est uniquement mouiller. Donc là, on est sur quelque D'accord. chose qui est différent et qui a été communément admis, puisque bah, forcément, on a tendance à simplifier. Et donc aujourd'hui, c'est Ouais. vraiment le standard que tout le monde utilise, mais qui en fait n'a aucun lien avec le nettoyage à la base. D'accord. Ouais. Ah, c'est drôlement intéressant ça. Et ouais, ça doit certainement avoir des applications que je ne connais pas. Après, quand tu comprends ce que tu veux faire, justement, ça te permet de modifier cette vitesse, quoi. Si Ben tu oui. sais exactement ce Mm. que tu veux faire et pourquoi tu le fais et comment ça marche, bah, c'est là où tu peux te permettre de faire ça finalement. Mhm. Ben, ça permet aussi surtout d'aller plus loin. C'est-à-dire que vu qu'on voit que les études sont basées sur des données qui sont pas de la nettoyabilité, ben maintenant on va aller Mm. vraiment voir ce qui va changer la nettoyabilité. Et ça, on en parlait tout à l'heure. Là, on a un exemple que mes partenaires italiens ont fait avec un de leurs clients où ils avaient un skid de préparation de résine de chromatographie. Donc la résine, forcément, c'est collant, c'est difficile à nettoyer. Mm. Mm. C'est un fournisseur qui vend des skids à tous les utilisateurs qui ont des colonnes de chromato. Ouais. Et ils avaient des problèmes de nettoyage sur ce skid. Donc c'est une cuve de préparation. Alors j'ai pas le volume, c'est à peu près 50 litres hein, en taille. Mm. Et, Et c'est les clients qui rapportaient, des problèmes de nettoyage, quoi. ouais, bah, en fait, ils ne réussissaient pas à valider un nettoyage reproductible. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que bah, il y avait forcément chez les clients ouverture, nettoyage manuel. Parce que il y avait un cycle de nettoyage qui prenait à peu près 2 heures et qu'il fallait ensuite finaliser. Donc, ils ont voulu améliorer ça parce que là, on parle bien sûr d'un fournisseur qui va fournir forcément un skid à ses clients. Donc, lui, il a besoin que ce Mm. soit nettoyable. Il a besoin d'avoir quelque chose qui est économique pour son client. Surtout qu'on parle de la résine, on ne parle pas du produit lui-même. Donc, cette notion économique était plutôt présente. Donc, ils sont allés voir notre partenaire qui, lui, a des solutions de vanne à membrane qui permettent de réduire les bras morts. Notre solution technologique permet de les diminuer au maximum. Dans un premier temps, ils ont commencé par remplacer toutes les vannes directement et ça n'a pas donné gros changements. Ça a été à peu près pareil. Mhm. Et donc après, ils sont allés davantage dans le process de nettoyage, comprendre quelles étaient les étapes, quels étaient le holding time, aller voir tous les paramètres et voir quelles pouvaient être les, les faiblesses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils avaient donc la mesure de conductivité et ça faisait une courbe qui descendait, mais avec des sursauts qui étaient dus Mm. vraisemblablement à des problèmes de drainage dans le design. La rétention de produits, enfin de produits à des endroits pas atteints par Voilà. la NEP, quoi. Donc le temps que la NEP remplisse l'endroit et vienne le nettoyer, bah après il y avait le rebond qui faisait qu'on ne pouvait pas annoncer une conductivité qui suffisait à dire qu'on était nettoyé, quoi. Et à la fin, ils sont allés étudier tout ça et ils ont changé ce design, ils ont revu le nettoyage et ils sont arrivés à un nettoyage reproductible de 2 minutes 20 à peu près. Voilà. Donc on passe de 20 minutes à 2 minutes. Pah.
Ah là, c'est quand même fou. Et là, bah, c'est exactement là qu'on voit tous les avantages. Ça résume Mm. parfaitement tout ce qu'on vient de se dire depuis le départ, hein. Ouais. Donc là, économie sur le chauffage d'eau, économie sur l'eau, sur la qualité de l'eau, sur la quantité d'eau de certaines qualités à faire, Mm, mm. économie sur le temps de nettoyage, même si là, du coup, on est sur un ski, donc c'était peut-être fait en nettoyage masqué, je sais pas, mais n'empêche que du coup, il y avait Mm. aussi des mecs qui ouvraient pour nettoyer. Enfin, c'est de la folie furieuse, quoi. Bah, les Enfin, 20 minutes perdues c'est aussi juste pour le bien. nettoyage, hein. Après, moi, je suis pas assez expert pour dire tous les combien de temps ils utilisent ce type de skid, mais en tout cas, ça leur bloque moins longtemps la machine. Ah bah c'est clair, c'est clair. Non, bah, ça, c'est une bonne nouvelle pour à tous les niveaux, finalement, qu'on puisse arriver, enfin, qu'on commence à faire ce genre d'approche. Ouais. Mm. Et donc toi, dans ton entreprise, qu'est-ce que vous proposez chez Pharmacep, finalement, par rapport à tout ça? Par rapport au nettoyage, bah, nous, ce qu'on propose, c'est que on va proposer ces technologies de vannes qui vont permettre de retirer les bras morts et on va Mhm, aussi accompagner avec notre partenaire italien qui lui bah, est expert en process. Donc, on va mhm. accompagner à la fois l'utilisateur, les ingénieries, les sociétés qui vont faire la réalisation des installations pour pouvoir optimiser les nettoyages. On va les accompagner parce que nous, notre finalité derrière, c'est de proposer, de No, proposer nos vannes. On va pas du matos, ouais. proposer, on n'est pas des consultants, on va pas facturer des heures d'ingénierie. Ce qu'on va faire, c'est Mhm, accompagner, regarder l'aspect nettoyage et tirer la sonnette d'alarme. Et alors j'ai un exemple qui est assez parlant. C'est par exemple sur une cuve, sur un dôme de cuve. En général, on a ouais. une canne plongeante. Plusieurs On a piquages, ouais. du coup, bah, si on a une canne plongeante, pour pouvoir la nettoyer, on va avoir une boule de lavage. Mais comme la canne Mhm, plongeante, elle va créer une zone d'ombre de nettoyage, on va mettre une deuxième boule de lavage. On va avoir 3 piquages mhm. à nettoyer. Et ben, dans notre système, on a une solution qui nous permet de faire une entrée produit canne plongeante qui sert aussi de boule de lavage combinée en un seul produit. Mhm. Donc, au lieu de 3 piquages, on fait un seul piquage. Ce piquage sur le dôme, on va le centrer. Ce qui va nous permettre ensuite tous les autres piquages qu'il y aura, par exemple pour l'évent, pour du prélèvement, pour peu importe ce qu'il va avoir au-dessus de la cuve, on va Mhm, conseiller de les mettre le plus proche possible du centre. Ça va réduire le mhm. cône d'aspersion parce que notre boule de lavage qu'on va fabriquer, on va percer les trous aux endroits qu'il faut pour aller nettoyer en direct. On va faire une étude des projections des jets pour aller nettoyer toutes les zones en direct. Et c'est ça, à la fin, Alors, qui va donner. pour les gens qui nous écoutent, pour les gens qui nous écoutent, qui ont aucune foutue idée de ce qu'on parle, dans les, Je dans les cuves m'emballe. en inox, non, mais ça arrive, parce que c'est vrai, Ouais. on dit NEP et tout machin, pour nous ça paraît une évidence, mais finalement, faut l'avoir vu pour savoir ce que c'est. Mm. Donc en fait, dans une cuve, une cuve, c'est comme une cocotte minute géante finalement. Oui. Et dans le couvercle, il y a un petit tube qui dépasse. Et là, il y a attaché à attaché à ce tube, il y a une boule qui est percée de trous qui sont un peu stylés. En général, c'est Mm. des petites fentes. Donc, je sais pas, tout le tour, c'est tout fendu avec des petits trous. En fait, ça permet de faire entrer à grande vitesse et disperser le liquide de nettoyage dans l'équipement pour pouvoir le nettoyer efficacement. Donc en général, en plus, c'est foutu d'une certaine façon à ce que le truc il tourne. Ça, avec Mm. la pression de l'eau, ça fait tourner la boule et ça permet de nettoyer efficacement l'équipement, quoi. Mm. C'est ça qu'on appelle une NEP, nettoyage en place. Voilà. Donc derrière, il y a tout un équipement qui permet de préparer la solution de nettoyage, la chauffer et l'envoyer, quoi. Mm. Donc on va envoyer directement on va dire l'eau savonneuse, hein, comme dans un lave-vaisselle, hein. D'ailleurs, c'est Ouais, assez bah marrant de voilà, faire des parallèles ouais. avec ça parce que on va pas travailler que là-dessus. On va parler aussi avec le client de son holding time, qui est le temps entre la fin d'utilisation de l'équipement et son nettoyage. Si vous Mm. mangez des spaghettis, que vous Ah, ça posez c'est. votre Mais c'est assiette. marrant, cette métaphore. Bah oui, parce que c'est la base. Peut-être que je l'ai entendu chez toi aussi, hein, parce que bon, j'écoute le. Peut-être. Voilà, si vous mangez des spaghettis, vous posez l'assiette et vous la nettoyez le lendemain, vous allez galérer. Mm. Donc, alors, et ça va même plus loin parce qu'il y a un des gros groupes pharma qui étudie vraiment toutes ces choses-là. Et par exemple, il doit faire de la dissolution de poudre, ce qu'ils faisaient avant, c'était bah, on doit mettre la poudre dans le liquide, donc ils remplissent la cuve
et ils balancent la poudre. Sauf que là, la poudre, elle va aller se coller Ouais, sur elle va partout, ouais. Donc, ce qu'ils font, ils changent leur process. Ils mettent 80% du liquide, ils mettent la Mm. poudre et ils mettent les 20 derniers pourcents directement dans les bus de nettoyage. Comme Ah. ça va venir rajouter le volume, mais en venant rincer. Ça fait un premier rinçage. Ça évite que la poudre se colle et ça fait qu'à la fin, on va nettoyer très rapidement. Ah, ça c'est intéressant ça. Mais par contre, moi dans les process enfin après après c'est dans les formes sèches en général, tu les enlèves les boules de nep, Ah oui, tu parce les montes au que nettoyage. alors ce qu'il faut savoir dans les formes sèches, parce que j'ai travaillé un petit peu avant dans l'industrie pharma formes sèches, j'ai fait des machines Mm. justement où je faisais des machines nettoyées en place, mais c'était rincé en Mm. place. On parle de Ouais. whip, de wash in place. On parle pas de clean in Mm. place. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vu dans les formes sèches, c'est que souvent on vient rincer pour éviter que la poudre aille dans la Le zone. croûtage. En fait, pour Ah oui, oui, c'est vrai, l'aspect oui, si, propreté si, de quand la t'ouvres, zone. effectivement, ouais. Mm. Voilà. Et par contre, le nettoyage, il va se faire manuellement ou on va démonter les pièces et les mettre dans des machines. Mm. Beaucoup plus. On a moins d'installations qui sont 100% nettoyées. Dans l'injectable, si on a un clean in place, on nettoie et on envoie après de la vapeur, on stérilise. J'en ai pas parlé, mais il y a Mm. aussi l'aspect stérilisation qui est important. On a des méthodes pour pouvoir réduire les temps de stérilisation. Par exemple, en tirant au vide avant d'envoyer la vapeur, Ah ça ouais, permet d'aller beaucoup plus vite. Mais pour ça, trop intéressant ça. il faut avoir aussi tous les équipements qui résistent au vide. Au vide, ouais. Mm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que du coup, tirer une cuve au vide, c'est pareil. Tu peux pas tirer n'importe quelle cuve au vide. J'ai C'est déjà ça. vu ça. Quand tu tires une cuve au vide qui est pas prévue pour faire ça, elle fait douk. Oui. Et là, ça coûte méga cher. Ouais. Mm. Ouais, trop marrant. Bon, alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ça? Bah moi, ce que je Des- vous... Ouais, J'avais après. prévu de parler 20 minutes, mais bon, bah voilà, ça fait 40. Ouais, bah, j'avais peur de pas tenir 20 minutes, hein, mais bon, comme quoi. Mais non. Non, bah, ce que je veux rajouter, c'est que effectivement là, j'essaie vraiment de faire connaître cette démarche et que je suis vraiment ouvert, que vous soyez ingénierie, que vous réalisiez des installations ou que vous soyez utilisateur, on peut venir vous rencontrer, vous parler de toute cette démarche, comment la mettre en place et vous assister. Et vous allez comprendre vos bénéfices parce que j'ai pas parlé, mais il y a aussi sur la maintenance des bénéfices dans l'utilisation. Et même si on Mm. a du mal en amont à savoir en combien de temps on va rentabiliser ou à quelle vitesse on aura un retour sur investissement, pour le coup, tous nos clients avec qui on a déjà fait ces démarches ont rentabilisé parce que bon, bien sûr, faut pas se mentir, on a des solutions qui sont un peu plus élaborées, mais qui ont un coût de fabrication Plus supérieur. cher. Donc, il faut prévoir forcément un surcapex, que ce Ouais. soit en monnaie, mais également en temps. Alors, on Mm. dit par exemple que si vous avez fait vos PID et que vous voulez travailler sur le nettoyage, bah, laissez-vous un petit mois le temps de faire quelques allers-retours avec nous pour pouvoir optimiser. Mais derrière, bah, on va optimiser toute la tuyauterie. On va Et optimiser en finalement, c'est mettant. des années d'utilisation, d'économie après sur le nettoyage et après, pensez à tous vos qualiticiens qui se font chier à déclarer des déviations pour les nettoyages non conformes. On n'en a pas parlé, on n'en a pas parlé, mais effectivement, alors pour nous, l'idéal quand on fait une approche, et ça a été fait en Europe du Nord chez un client qui aujourd'hui a fait de nos solutions un standard chez lui, c'est qu'on est Mm. arrivé dans une salle, et on a présenté le concept, il y avait des gens de la maintenance, des gens de la qualité, des gens de la validation, les utilisateurs, il y avait les gens des projets forcément. Mm. Et en fait, tous ces gens-là sont venus se rencontrer dans la salle de réunion et s'échanger les cartes entre eux parce qu'ils ne se connaissaient pas. Dans les gros groupes pharma, les gens ne se connaissent pas Mm. nécessairement. Et en fait, chacun avait quelque chose à dire. Quand Mm. la validation disait on n'a pas de problème, la maintenance disait ah mais attendez nous là ça va pas. Déconne pas. Donc c'est assez. Alors c'est ce qui est difficile dans la démarche, hein, c'est qu'il faut vraiment pouvoir impliquer tout le monde. Mais par Mm. contre c'est ce qui fait aussi son succès, c'est que derrière si vous avez une direction ou une HSE qui veut optimiser un design.
on va le travailler dans tous les sens et on va trouver les solutions, on va être force de proposition et derrière, les résultats, ils sont sans équivoque. Mm. Trop bien. Eh bien, si vous ne connaissiez pas le Clean by Design, c'est maintenant chose faite. Il faut Ouais. comment on pourrait te contacter, Ludovic, si jamais on veut Vous en pouvez savoir me plus là-dessus? trouver sur LinkedIn, sur le site internet Pharmacep, il y a mes coordonnées en direct. Je serais ravi d'échanger. Ludovic Huguenin, Huguenin. Voilà. Voilà. Et puis bah, surtout, le guide, il est à apparaître. Alors, ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, hein, c'est qu'il est en cours de relecture. Il a Mm. été soumis à la SME pour relecture, donc, qui est l'association des fournisseurs. Et comme il y a des solutions qu'on vient montrer sans bras morts qui correspondent pas forcément à des standards du marché, il y a eu énormément de remarques. Donc, ça a pris un peu de retard. Le mec n'est pas content. Il y en a qui sont pas contents forcément, mais bon, voilà. Après, nous, on essaye d'aller dans le bon sens. L'objectif, c'est à la fin, c'est de faire évoluer des choses qui sont les mêmes depuis 40 ans, quoi. Donc, Ouais, bah, on c'est est la ça. seule industrie. Moi, je viens de l'automobile. Ça allait à 10 000. Moi, j'étais en R&D. J'ai fait mon apprentissage en R&D en automobile. Il y a des choses que j'ai vues et qui sont aujourd'hui dans les voitures 15 ans plus tard. Et ça va beaucoup plus vite. Ouais, Mm. ouais, trop marrant. Bah écoute, merci beaucoup de ton temps de m'avoir accordé tout ce temps pour cette interview. Eh ben, merci à Et en toi tout cas, j'étais de m'avoir laissé la vraiment très parole. content. Ouais, j'étais vraiment très content de découvrir tout ça. Et puis bah écoute, n'hésitez pas pour vos sites, hein, pour vos nouvelles installations ou même pour si vous faites des revampings à appliquer tout ça. Mm. C'est une bonne nouvelle pour l'environnement et pour votre productivité. Voilà. Et si vous ne savez pas comment vous y prendre, je pense que vous trouverez aussi votre bonheur avec des sociétés qui pourront vous aider. On a vu ça dans les podcasts précédents, hein, parce que moi je suis un fan, j'écoute tous les podcasts. Et notamment, j'ai entendu Ipso Facto qui accompagne les clients Mm. à quoi c'est au niveau de la gestion de l'eau. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont vraiment, qui ont vraiment cette thématique environnementale à cœur et je pense que si on se bouge, on peut faire quelque chose de bien. Mm. Super. Allez, merci beaucoup et à bientôt pour un prochain épisode. Merci.